Alors, on a entendu à l'instant des enfants qui donnaient un petit peu leur version du système solaire. Et l'une d'entre eux disait, une fois, quelque chose est tombé du ciel qui a fait des bébés, c'est les planètes, et une seule où on peut vivre. Je suis pas sûre que vous en soyez convaincus de ça, qu'il n'y en ait qu'une seule où on peut vivre. Ah, c'est un petit peu compliqué. Dans notre système solaire, on l'a visité, nous avons la chance d'être la génération qui, tel Christophe Colomb ou Magellan, est parti à l'aventure et a découvert les autres terres. Alors dans un premier temps, on savait pas s'il y avait de la vie ou non sur Terre, ailleurs que sur Terre. Et on a vu, il n'y a pas de girafes, d'éléphants, d'hippopotames sur des autres planètes. Mais on a trouvé récemment, et c'est tout récent et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, eh bien des endroits où il y a de l'eau liquide, où il y a de l'énergie, il y a des molécules organiques. Autrement dit, il y a tous les composants nécessaires pour la vie. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'on y a la vie, mais peut-être que là, on est en train de toucher du doigt le chaînon manquant entre la matière inanimée, la roche, et puis la biologie et ce qui fait la vie. Et cette exploration de planète géante change tout, parce que jusqu'à présent, depuis des millénaires, c'était des points de lumière dans le ciel, très jolis. Oh, regarde comme c'est beau, c'est brillant, etc. C'est des points de lumière. Et nous avons envoyé ces sondes qui sont nos yeux et nos oreilles, envoyées à distance, et ces sondes ont découvert des paysages extraordinaires, il y a là des volcans, il y a des geysers, il y a des canyons, il y a des plateaux. Dites-vous que les volcans envoient leur panache à 300 km de hauteur. Dites-vous que les geysers sur Terre, ils soufflent à 20 mètres. Là, ils envoient leur fumée, leurs matériaux jusqu'à 7-8 km de hauteur. C'est extraordinaire. Et demain, je suis persuadé qu'il y aura, comment dirais-je, des agences de voyage interplanétaires. Oui, alors ça, c'est votre truc. On ira le visiter. Donc, toutes ces éruptions, ces taches, ces geysers, vous nous les montrez dans ce très beau livre, très, très, très bien illustré. Et vous êtes persuadé qu'un jour, pas si lointain, puisque vous nous parlez de vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, eh bien, il y aura des agences spatiales à tous les coins de rue pour aller explorer le système solaire. Dites-vous que quand Christophe Colomb a exploré l'Amérique, quand Magellan faisait le tour du monde, quand Bougainville découvrait le monde, personne ne pensait y retourner. Les explorateurs risquaient leur vie, souvent ils ne revenaient pas. Eh bien, on a trouvé l'Amérique, puis il y a des gens qui sont allés, ils ne revenaient pas à l'époque. Eh bien, maintenant, nous trouvons les terres nouvelles, la nouvelle frontière, elle n'est plus à l'ouest. On est quand même sur la même planète. Oui, mais cette planète, on trouvera des matières premières ailleurs, et puis quelquefois on est un peu nombreux. Et puis cette planète, elle aura peut-être quelques ennuis dans quelques temps. Enfin, on a un peu le temps. Eh bien, il faudrait penser à trouver un endroit sympathique. Eh bien, c'est ça, c'est en train de se passer en ce moment. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement on trouve cela, mais on apprend plein de choses. Et moi, ce que j'essaie de faire, en tout cas dans ce livre, c'est de développer un peu la culture scientifique, qui hélas n'est pas trop développée, pas dans notre pays, dans beaucoup de pays. Et c'est une manière non seulement de rêver, mais de comprendre comment on a fait ça, comment on comprend tout ça, comment on s'y prend. Eh bien, c'est une aventure merveilleuse. Et vous nous rappelez que ces planètes géantes, donc Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune, sont d'énormes masses de gaz. Elles ne sont pas du tout solides, elles sont constituées à 99% d'hydrogène et d'hélium. Oui. J'ai envie de vous dire, quand on aura vos agences de voyage interplanétaires, ce seront d'énormes ressources en énergie pour nous. Oh, ça va même au-delà. Dites-vous que si on inventait un moteur nucléaire qui ne soit pas polluant, ce qu'on rêve, on y mettrait de l'hélium 3 et de l'hélium 4. C'est des éléments qui n'existent pratiquement pas sur Terre. Mais il y en a sur la Lune, il y en a autour de Jupiter. Et peut-être que dans 4 ou 5 siècles, donc là je serai très âgé, j'arriverai très en retard à votre émission, eh bien là nous aurons la matière première. Et c'est pour ça que je tiens à ce que l'espace reste international, comme l'Antarctique, et que certains pays ne s'en emparent pas, comme nous avons certaines menaces en ce moment. Mais la matière première de demain, c'est là-bas qu'elle sera. On imagine que vous avez quand même une tendresse toute particulière pour Jupiter. Oh, pour Saturne aussi, avec ses anneaux. Et pour Neptune, où j'ai eu le bonheur de trouver des anneaux autour quand j'étais jeune, il y a une vingtaine d'années. Vous parliez des sondes qui nous ont tant appris sur ces planètes. Oui, elles sont encore en circulation. Les sondes Voyager sont en train de quitter le système solaire. Elles sont actuellement à 15 milliards de kilomètres de la Terre. Oui, c'est pas tout à fait à côté. Et elles continuent à émettre avec un petit émetteur de 20 watts, moins que votre lampe de chevet. Et nous avons des grandes oreilles sur Terre qui reçoivent cela. Et nous sommes maintenant rentrés dans le milieu interstellaire. On a quitté le milieu interplanétaire. Quant à la sonde Cassini, où j'ai le bonheur de participer aux équipes scientifiques, elle tourne autour de Saturne. Nous devions terminer la mission en 2008. On vient d'apprendre il y a 3 mois qu'on continue jusqu'en 2017. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'allais vous poser la question justement. Vous nous rappelez dans ce livre que les planètes sont des vagabondes. Tout à fait, en grec. C'est le mot grec. Il y avait des vagabonds dans le ciel, ça se dit planète en grec. C'est le mot grec pour planète. Est-ce que nous allons continuer? Est-ce que les pays de l'Union européenne, les États-Unis vont continuer le vagabondage humain vers elles et l'exploration? C'est le grand problème. Pour moi, le futur d'un pays industriel avancé, si j'étais candidat à la présidence de la République, qu'est-ce que je dirais? Que mon programme serait en 3 points: la recherche,
la culture, l'éducation. Ou bien on met le paquet sur ces 3 domaines et les problèmes de chômage, de violence, d'avancée, etc. seront, je pense, résolus. Ou bien on ne met pas le paquet dans ces problèmes et d'autres prendront notre place. Donc c'est notre avenir qui est en jeu, c'est l'avenir de nos enfants. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel à faire en ce domaine. Et souvent, les hommes politiques, qui sont des gens souvent intéressants, mais peut-être n'ont pas eu la chance d'apprendre la démarche scientifique parce que Napoléon III, un jour, a séparé le baccalauréat littéraire et scientifique, ce qui fait que les 2 communautés se parlent difficilement. Les scientifiques font plein de fautes de français quand ils écrivent et les littéraires ne sont pas capables de faire une règle de 3. Pas tous, j'espère. Ah, en revanche, les littéraires qui ne savent pas faire une règle de 3, j'en connais quelques-uns. André Braic, vous dites d'autres le feront à notre place et d'autres les pays émergents. Oh, ben on voit très bien que l'Europe actuellement, qui a de meilleures conditions que la Chine, par exemple, qui a moins de problèmes pour nourrir sa population, eh bien pendant que l'Europe lançait 3 satellites, la Chine en lançait 22. La Chine a compris que l'avenir c'est cela. De la même manière qu'il y a quelques siècles, on a négligé quelques arpents de neige au Canada, résultat on parle anglais dans le monde. Eh bien ne faisons pas 2 fois la même bêtise. C'est notre avenir qui est en jeu et en même temps quelle belle aventure.